Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Le pouvoir développe une large administration qui intègre à ses différents échelons de nombreux Égyptiens locaux pour recenser et mesurer les récoltes, calculer les impôts bien sûr, et noter les dates de paiement. Les agents royaux tiennent à jour des registres où sont consignés le nom du possesseur du champ, la surface totale des terres ensemencées, les différentes cultures pratiquées, le taux d'imposition et le montant total de l'impôt. Pour nous, c'est extrêmement important, on a tout ça. Ils sont aussi notés le montant des semences prêtées par la couronne, les dates des paiements effectués pour leur remboursement et pour les impôts. Toutes ces informations sont quand même recueillies par des scribes égyptiens, contrôlés par des contremaîtres pour éviter les fraudes et les abus des fonctionnaires. La documentation épigraphique garde des traces de plaintes et de lettres de doléances concernant toutes ces pratiques. Le Fayoum se retrouve couvert de cultures, de céréales, d'oliviers, d'arbres fruitiers et de vignobles. Le roi développe aussi l'apiculture, augmente le nombre de troupeaux de taureaux et de béliers. Chaque artisan doit demander la permission d'ouvrir une boutique ou pour exercer son métier. Et les agriculteurs doivent payer des taxes pour faire brouter leurs troupeaux. Le travailleur provincial n'est pas autorisé à quitter sa région ou arrêter son métier sans l'aval de l'État. Vous voyez, l'État est omniprésent. Tout est consigné dans des registres. L'administration contrôle tout. La pêche, le vin, l'huile, la bière, l'exploitation des mines, le marché des étoffes, les parfums, les aromates. Elle surveille aussi l'extraction des pierres semi-précieuses, de l'albâtre, le basalte et des matériaux de construction achetés en Haute-Égypte et vendus à Alexandrie. L'importation de tous les produits est soumise à de fortes taxes. Le palais perçoit une partie des récoltes. En fait, beaucoup de propriétaires cultivent leurs terres sans payer de taxes, hormis bien entendu les Égyptiens. Malgré tout, ces Égyptiens profitent pleinement quand même de la bonne gestion du pays. Les simples employés sont protégés par leur patron et eux-mêmes sont protégés par le roi lui-même. En cas de mauvaise récolte, ou de manque d'argent pour payer les employés, eh bien le palais ouvre ses greniers et ses caisses. Le principal administrateur des temples est ce qu'on appelle l'épistate. Il est nommé à vie et il transmet son poste à son fils. Les prêtres reversent une partie des récoltes au palais et le roi décide de la date du conseil des prêtres qui se tient à Memphis. Dans le domaine juridique, les juges qu'on appelle les laocrites tranchent les litiges entre les Égyptiens. Dits crématistes, c'est le nom qu'on leur donne, jugent les Grecs, tandis que le koinon dikasterion s'occupe des litiges qui opposent les étrangers entre eux. On peut aussi demander le secours d'épistratèges, des fonctionnaires. Les épimélètes, les basilicogrammes sanctionnent les citoyens travaillant pour le palais. Vous voyez, à chaque fois, il y a une juridiction spécifique, mais à cause de la multiplication des tribunaux, les affaires se compliquent et traînent en longueur. C'est évident, c'est comme partout. Les tribus versés par les peuples soumis sont stockés, eux, dans les greniers provinciaux avant d'être transférés dans le trésor royal. Et on y ajoute les taxes prélevées sur la marchandise contrôlée par l'État. Les nouvelles villes, comme Alexandrie, Naucratis et Ptolémaïs, sont organisées de la même façon. Elles frappent monnaie et tiennent compte des décisions, évidemment, du palais. Elles sont gérées par une assemblée du peuple, un sénat et 6 pritanes qui se réunissent en conseil. Il ne faut pas oublier les responsables du trésor, les policiers qu'on appelle les astinomes, les thesmophylaques ou les nomophylaques. Le roi peut être assisté par un préfet de la ville, la Kora, partie de la terre royale, est divisée entre de nombreux propriétaires, mais cette division prend le soin de laisser au roi la plus grande surface. Les récoltes de certains terrains sont versés au temple, devenant la possession des dieux. Les impôts, trop nombreux comme toujours, accablent la population qui doit payer la taxe foncière, une taxe sur les demeures, les vergers, les vignobles, les loyers, le bétail, le droit d'exercer un métier, sans oublier celle qui rémunère les policiers, les scribes, les taxes aux douanes, une autre pour le changement d'habitation, etc., etc. Les déclarations de revenus annuels sont sévèrement contrôlées, ça nous rappelle quelque chose. Il faut aussi déclarer ses maisons, ses biens, son enclos, son bétail. Et vous avez des fonctionnaires royaux qui surveillent les fermiers pour éviter la fraude. Tout passe par les économes et les inspecteurs qui reçoivent en paiement un pourcentage prélevé sur l'impôt. Ce sont les inspecteurs qui réclament le versement de l'impôt, ce qui se fera chez nous, à l'époque médiévale évidemment.
les fermiers généraux, plus tard. Un fermier malhonnête est aussitôt suspendu et condamné à payer une forte amende. On le sait parce qu'on a des témoignages. L'administration, elle, s'alourdit comme ça, de manière importante. Là encore, ça nous rappelle quelque chose. C'est drôle, dès qu'un pouvoir commence à être centralisé, forcément, il a besoin d'une administration. Et forcément, quel que soit le régime, l'administration grandit, grossit. Et plus le pouvoir a besoin d'argent, a besoin de contrôle, plus l'administration va être importante, plus ça va coûter cher. Et c'est une sorte de cercle vicieux, on va dire, ancestral. À partir du milieu du IIIe siècle avant notre ère, à la fin du règne de Ptolémée II, on repère à Edfou pas mal de contingents de soldats grecs. C'est ce qu'on appelle les clérouques, des combattants dont la rémunération provient en partie d'une terre qui leur est allouée par l'État. Commencés en 237 avant notre ère, les travaux du temple d'Edfou permettent de faire accepter aux prêtres locaux la présence de ces soldats et la probable conversion d'une partie de la terre sacrée appartenant à leur sanctuaire en terre royale destinée à rémunérer justement les nouveaux venus. Edfou devient le principal bastion lagide en Haute-Égypte. La monarchie lagide fait construire une route qui va d'Edfou au port de Béréniké sur les bords de la mer Rouge à travers le désert oriental. Les sanctuaires de Haute-Égypte continuent quand même à jouer un rôle politique important à l'échelle régionale. Leur puissance repose sur leur poids économique, encore considérable au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Le cadastre d'Edfou montre que la terre sacrée, appartenant au temple d'Horus, s'étend à travers toute la Haute-Égypte, couvrant plus de 3000 hectares de terre à blé, de vignes et de jardins. Les prêtres développent une activité artisanale dans le domaine du textile avec la confection de byssos, c'est une étoffe de lin d'une finesse assez exceptionnelle. Les autorités du temple prélèvent une taxe sur les coakites, c'est les entrepreneurs chargés de l'entretien des tombes et du culte des morts enterrés dans la nécropole locale. Chaque nouvelle inhumation implique le versement d'un impôt d'une drachme. La couronne lagide a donc tout intérêt à veiller au bon fonctionnement des grands temples de Haute-Égypte qui assurent forcément la stabilité de vastes régions très éloignées d'Alexandrie. Vous savez, cette Égypte qui est quand même très très haute. Et comme à l'époque perse, le lésonis, c'est-à-dire le gestionnaire financier du temple, demeure le personnage essentiel des relations entre chaque institution religieuse et l'administration macédonienne. Il est choisi chaque année parmi les prêtres les plus importants du temple. Il peut occuper sa fonction pendant plusieurs années, mais rarement de manière consécutive. C'est lui qui doit s'acquitter auprès de la couronne sur ses propres biens. Il est parfois secondé d'un contrôleur, mandaté par le roi. Malgré cette précaution, la dégradation de la situation financière de certains lésonis impose parfois une intervention, on va dire, plus directe du pouvoir royal. Dans la dernière décennie du IIIe siècle avant Jésus-Christ, l'incurie de plusieurs membres du haut clergé d'Horus d'Edfou nécessite carrément l'envoi d'un commissaire au temple par l'administration royale. Vous voyez, encore un échelon supplémentaire. Et plusieurs lésonistes ne sont plus en mesure de régler les arriérés d'impôts contractés auprès de l'institution religieuse comme de la couronne. Leur insolvabilité implique que l'acquittement de l'impôt royal par le temple n'est plus couvert par une garantie. Et ça, c'est important, c'est une première alerte, normalement. Les représentants du pouvoir se montrent d'une patience remarquable. Les autorités du temple d'Horus se montrent, elles, trop laxistes à l'envers. L'un de ces impécunieux, on va dire, Béréneptis, s'est fortement endetté, par exemple, auprès du temple, mais ça ne l'empêche pas d'être réélu par les prêtres à la tête de l'institution en 246 avant Jésus-Christ. Ses frères, Piniris, Ptomphis, lui succèdent. 20 ans plus tard, la dette n'est toujours pas réglée. En novembre 224 avant Jésus-Christ, les possessions des grands prêtres endettés sont répertoriées par les services financiers du temple, c'est comme ça qu'on a tout, et placées sous scellé. Les commissaires sont alors dépêchés sur place par l'administration royale pour aider les autorités du temple à saisir et vendre les biens des notables endettés. Ça va jusque-là. La couronne agit aussi en amont, en appuyant la candidature des prêtres qu'elle juge les plus fiables. Smendès, par exemple, issu d'une lignée de prêtres de second rang, devient comme ça l'adjoint du Lysonis et intègre le collège des anciens du puissant temple d'Amon de Thèbes. Son fils, Amosé, devient un interlocuteur privilégié de l'administration royale. On lui confie même la supervision de sanctuaires en Moyenne-Égypte, loin de sa Thébaïde natale.
Et puisant dans le vivier de ses interlocuteurs locaux ou mandatant des agents extérieurs, l'autorité royale est attentive à ce que les temples puissent non seulement s'acquitter de leurs devoirs à son égard, entendez de l'argent, mais veille aussi à leur bon fonctionnement interne. De ce point de vue, les sanctuaires sont donc traités comme faisant partie intégrante, si vous voulez, de l'administration royale. À la fin, seule la détention de terres et de revenus propres distingue les temples égyptiens des autres parties de l'administration lagide. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.